Bienvenue dans Au Label Bulle, le podcast du RMT Cadiferm. Le RMT Cadiferm est un réseau d'experts qui travaillent sur la thématique des boissons fermentées et distillées. Ici, on s'installe autour d'un repas en 5 temps, de la matière première à la distillation, en passant bien évidemment par la fermentation et la qualité. Autour de la table, des experts de la recherche et de l'expérimentation venus de différentes filières, du vin, spiritueux, cidre, bière. Ils croiseront leur savoir, leurs pratiques et surtout leurs interrogations. Du savoir scientifique sans blabla inutile. Juste le goût du concret, des solutions et une bonne dose de curiosité. Pour ne rien manquer, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Alors, c'est parti, servez-vous un verre d'idées fraîches et laissez fermenter. Alors aujourd'hui, pour commencer ce repas avec la mise en bouche, on vous propose en guise d'apéro de parler de l'impact du changement climatique sur les matières premières. Les matières premières qui sont destinées à la fermentation des vins, des cidres et des bières. Alors pour ce premier service, j'ai invité à ma table Raphaëlle Tourdeau-Maréchal, enseignante-chercheuse à l'Institut universitaire de la vigne et du vin de Dijon. Bonjour Raphaëlle. Bonjour Stéphane et merci de nous avoir invités à l'apéritif. Eh bien de rien. J'ai invité aussi Rémi Baudouin, directeur scientifique et technique à l'Institut français des productions cidricoles. Bienvenue Rémi. Merci Stéphane, bienvenue à toi aussi. Et Marc Schmitt, directeur de l'Institut français des boissons, de la brasserie et de la malterie. Bonjour Marc. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous servir un petit verre. Dites-moi ce qui vous ferait plaisir pour accompagner cet apéritif. Rémi. Moi je prendrais bien un cidre rosé. Frais. Un cidre rosé. Ouais, parce que frais et acidulé, voilà. D'accord. Raphaël. Moi ça serait un petit verre de chardonnay. Surprenant. Bien frais aussi, ouais. Chardonnay qui vient de Bourgogne quand même. D'accord. Et Marc? Et moi forcément, une bonne bière, une blonde plutôt légère, un petit peu houblonnée, avec des arômes d'agrumes qui vont bien avec la saison. Alors, dans ce premier épisode, on va essayer de comprendre un petit peu l'impact du changement climatique sur la caractéristique de nos matières premières utilisées pour la fabrication de ces boissons, comme je l'ai dit, donc le vin, la bière et le cidre. Donc, je vais vous demander à chacun d'entre vous de me dire un petit peu comment ce changement fait varier les caractéristiques de ces matières premières. Et puis, on verra ensuite, dans un deuxième temps, quels sont les leviers d'adaptation que la profession va pouvoir trouver. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Rémi, si tu veux, oui, je commence. Allez, allons-y. Oui, alors du coup, dans nos pommes à cidre, ce qu'on observe, c'est en gros depuis une vingtaine d'années une augmentation de la teneur en sucre, voilà, quelque chose de très classique, et puis on est à peu près sur 1 degré d'alcool en plus, voilà, sur 20 ans. Donc ça a des conséquences sur les produits finis. Alors pour les cidres bruts, ça peut être intéressant parce qu'on va être un peu plus riche en alcool et on va avoir des produits un peu plus de consistance, un peu plus de rondeur. Par contre, sur des produits faibles en alcool comme le cidre doux, on va avoir plus de sucre. Et ça peut être un peu gênant pour nos produits. Est-ce que tu peux nous donner une valeur quand tu dis qu'il y a une augmentation en moyenne d'1% volume? On est dans quelle fourchette? Est-ce que tu peux essayer de préciser un petit peu l'ordre de grandeur? En gros, on est entre 0,8 et 1,2% volume sur 20 ans. Donc ça dépend à la fois du pommage, enfin du choix des pommes qu'on va utiliser pour faire notre cidre. Mais globalement, cette tendance reste là, vraie pour l'ensemble du Nord-Ouest, la zone de production majoritaire. On est bien d'accord que c'est l'augmentation des températures moyennes qui entraîne cette augmentation de la concentration en sucre. Alors oui, il y a en partie l'augmentation des températures moyennes, mais il y a aussi également des sécheresses un peu plus qu'on a en été et au début de l'automne, qui en fait font que le fruit est beaucoup plus concentré en sucre aussi. Donc on a aussi ces deux phénomènes-là. D'accord, donc deux phénomènes cumulés. Raphaël, est-ce qu'on retrouve les mêmes symptômes, j'ai envie de dire, sur le raisin ou est-ce que c'est un peu différent? La tendance est la même sur les vendanges, le changement climatique. Alors, il y a effectivement l'augmentation des températures, des minima, des maxima sur les parcelles. Ça, c'est partout en France et c'est même au niveau mondial. Donc ça, c'est observé quand même depuis 1980 et qui fait que ça va totalement perturber, on va dire, tout ce qui est le développement phénologique de la vigne. Donc, au final, on va se retrouver effectivement, comme pour les pommes, avec des vendanges qui seront moins acides et plus sucrées, donc potentiellement plus riches en alcool lorsqu'on va gérer la fermentation. Et il y a aussi, effectivement, il ne faut pas oublier non plus les aléas climatiques. Voilà, il n'y a pas que le réchauffement climatique, il y a des épisodes qui sont très violents, des grêles, des orages, voilà, des choses qui peuvent aussi perturber totalement ce qu'on avait l'habitude de voir, on va dire, une trentaine ou il y a une quarantaine d'années. D'accord, donc sur ces événements climatiques un peu exceptionnels, on sera plutôt sur une notion de qualité finale avec des développements de pourriture, de choses comme ça? Par exemple, oui, effectivement. Donc ça dépend des millésimes, bien évidemment.
où on peut avoir des développements de moisissures qui sont assez fréquents finalement, qui étaient moins fréquents il y a quelques années. Donc on a le sucre, cette augmentation de la concentration en sucre, on a une chute d'acidité, donc toujours due à ces températures, et puis ces événements climatiques qui viennent ponctuellement qui peuvent avoir impacté la qualité du raisin. D'accord. L'acidité, c'est valable pour les pommes aussi, ou oui, est-ce que ça a moins d'importance en cidre On observe une tendance aussi à la baisse. Alors, elle est moins importante que dans le cas du vin quand même. D'accord. On a à moitié moins de diminution d'acidité, mais c'est quand même significatif et ça veut dire que sur nos produits qui sont généralement un peu moins acides qu'un vin, on va avoir des sensibilités aux attaques bactériennes qui vont pouvoir apporter plus de déviations, surtout en termes aromatiques. Voilà, donc c'est un risque supplémentaire qu'on a. Ça augmente les risques derrière. Exactement, du produit. Alors Marc, sur la bière, la matière première est un peu différente puisqu'on est sur une céréale. Est-ce qu'on retrouve cette notion un petit peu de concentration en sucre ou en amidon ? Est-ce que les problématiques sont les mêmes ? La problématique est différente parce que nous, on récolte une graine sèche, l'orge de brasserie, qui subit une première transformation pour rendre ses réserves disponibles, donc par l'opération de maltage. Et ensuite, le brasseur, avec son versement et les conditions de brassage, il va pouvoir adapter la concentration, la teneur en sucre ou le degré d'alcool qu'il va pouvoir produire. Donc, le changement climatique impacte forcément la culture des céréales, puisque on a, comme pour les autres productions, des aléas climatiques, des risques de pluviométrie excessive, comme en 2024, on a des risques de sécheresse, on a des coups de chaleur. Et donc, la filière s'adapte en essayant de trouver des variétés qui sont plus adaptées, avec aussi on a la chance, nous, d'avoir des espèces différentes, c'est-à-dire qu'on a des orges de printemps, des orges d'hiver. Aujourd'hui, on sème même des orges de printemps à l'automne, de manière à ce que l'enracinement soit un peu plus profond et qu'elles soient moins sensibles au stress hydrique, par exemple, en fin de cycle. Aux épisodes de sécheresse notamment. Voilà, aux épisodes de sécheresse. Donc, le changement climatique ou les aléas climatiques impactent la culture, mais nous, on est sur une récolte annuelle, on n'est pas sur des plantes pérennes comme le cidre ou la vigne, qui ont des contraintes un peu plus fortes, à mon avis, sur la production. Oui, donc l'impact, il est plus en amont de la filière sur la production de la céréale, plus que sur la qualité de la céréale en elle-même. Ça, vous arrivez derrière... Par exemple, quand on a des fins de cycle avec des températures élevées, on a la température d'empesage, c'est-à-dire de solubilisation de l'amidon qui augmente. Ça a des conséquences aussi sur le diagramme de brassage, sur les activités enzymatiques. Donc, il faut tenir compte de ces paramètres-là aussi. Mais le fait qu'on ait plusieurs espèces et que on ait des bassins de production qui sont très divers entre les orges de printemps et les orges d'hiver. Globalement, en France, on a une qualité de matière première qui reste très intéressante. D'accord. Cette particularité du brassage, on abordera ça dans l'épisode numéro 3, justement, un peu plus spécifiquement, voir comment on va chercher cet amidon pour produire les bières. D'accord, je pense que le constat est assez clair sur les différentes matières premières. Maintenant, comment nos filières s'adaptent, comment les producteurs s'adaptent, les vinificateurs s'adaptent à ces changements climatiques. Alors, on a déjà abordé un petit peu avec l'orge les nouvelles variétés, la sélection. Est-ce que c'est le cas aussi en cidriculture ? Est-ce que on crée des nouvelles variétés de pommes qui sont plus résilientes ? Oui, alors c'est un des objectifs de la profession, c'est de créer des variétés qui soient plus résilientes par rapport au changement climatique, en plus des contraintes sur la partie réduction des intrants phytosanitaires. Donc c'est un travail de longue haleine, comme l'a dit Marc, on est sur des cultures pérennes pour produire de la pomme et pour produire du vin. Donc les temps d'obtention des variétés au final sont relativement longs. On est plutôt sur un pain de temps de 15 à 20 ans à partir du moment où on fait le croisement et à partir jusqu'au moment où la variété va vraiment être commercialisée. Donc c'est un gros défi de savoir anticiper les conditions qu'on va avoir dans le futur. Alors, on y travaille effectivement en faisant des sélections et des créations variétales avec des géniteurs les plus adaptés possibles. Et puis, on travaille aussi sur la partie porte-greffe, parce que tous les pommiers de production cidricole sont greffés. Et la partie porte-greffe est un levier assez important, parce que c'est lui qui va prospecter dans le sol et apporter aussi une résilience à la variété qui est greffée dessus. À côté de ça, on a aussi un travail sur des variétés qui sont plus résistantes aussi aux à-coups on peut dire, d'humidité qu'on va avoir. Et ça, on observe ça depuis quelques années, des trop-pleins d'humidité dans les sols. Et ça provoque aussi des désordres et de la mortalité chez les arbres. Ce trop-plein d'humidité impacte davantage la plante que son fruit ?
Oui, parce que généralement, c'est en saison hors de production de fruits. On est hors production végétative. Et du coup, effectivement, le fait d'avoir les racines, on peut dire, dans l'eau est très pénalisant pour un pommier. D'accord. OK, pour les pommes, s'agissant du vin ou des raisins, comment la profession réagit? Il y a toute une réaction. Alors, il y a le long terme, il y a l'immédiat et il y a le moyen terme. Alors, effectivement, sur le long terme, on rejoint un petit peu la problématique des pommiers à cidre. Il y a tout un travail qui est développé en amont, en viticulture, pour trouver des nouveaux cépages plus résistants, alors plus résistants ou alors à maturité plus tardive. Donc ça peut être soit aller rechercher aussi des vieux cépages qu'on avait peut-être écartés il y a quelques années. Donc ça, c'est un travail sur un très très long terme. Et puis il y a aussi une nouvelle vision de la pratique. Alors ça, on est plus sur le moyen terme, dirais-je, sur les pratiques viticoles, c'est-à-dire qu'on va raisonner au vignoble totalement la taille qui va être faite différemment. On pense aussi à ce qu'on appelle la vitiforesterie, donc ramener un petit peu de l'ombre effectivement pour justement que la vigne ne souffre pas trop de la sécheresse. Donc ça, on remet des arbres dans les parcelles. Alors ça veut dire que les résultats on les aura dans 20 ans. Donc là, après le choix il n'est pas facile, parce que ça veut dire qu'un propriétaire de vigne il réfléchit, vu le coût qu'on a sur un vignoble. Maintenant je pense qu'il faudra une génération là-dessus pour ça commence à porter ses fruits. Et puis, alors, on a aussi, sur la matrice, en œnologie, on peut la rectifier. On a les moyens, aujourd'hui, si un mou n'est pas assez acide, on a le droit de l'acidifier. On peut désucrer aussi, on sait désucrer des mous par des techniques physiques. Jusqu'à quand on pourra le faire et dans quelle limite on pourra le faire, je ne sais pas. En sachant que, contrairement aux pommes, nous, le degré alcoolique, nous, on a plus 2% quand même. Les acidités, on augmente, les pH augmentent d'une valeur de 0,25, 0,3. Ouais. Ça déséquilibre totalement la matrice, finalement. Et puis, pour continuer à faire le vin qu'attend le consommateur, il y a un moment où, je pense, toutes ces méthodes qu'on a actuelles de rectification des mous, on sera un petit peu limite. On va être de plus en plus contraint avec ces techniques additives ou soustractives. C'est ce que vous êtes, que tu nous dis, que ça va devenir compliqué. Voilà. Donc, d'où d'autres solutions, qui seront développées dans les épisodes suivants. La microbiologie notamment. Au niveau microbiologique. Sans dévoiler Sur la brasserie, donc on en a un petit peu discuté déjà avec cette sélection de nouvelles espèces, de nouvelles variétés plus résistantes. Les gens le savent peu, mais la France est le premier exportateur mondial de malt, le deuxième exportateur mondial d'orge de brasserie. Et en gros, presque 20% des bières dans le monde sont faites avec de l'orge ou du malt français. Ça tient à notre climat, mais aussi à notre sélection. Donc on a des sélectionneurs qui ont fait des progrès considérables, à la fois en agronomie, en process, technologie, c'est-à-dire c'est de plus en plus facile à malter et les résultats de brassage sont toujours très bons, et en tolérance maladie. Donc la variété, c'est vraiment le levier le plus important pour essayer d'être résilient face aux aléas climatiques. Donc les sélectionneurs travaillent la précocité, donc la tolérance maladie, la résistance au stress hydrique. Et donc on a une activité en France qui est très importante là-dessus. La filière est plutôt performante, du coup. Très performante. Et par rapport aux collègues du cidre ou du vin, on a une céréale qu'on plante tous les ans et les schémas de sélection. Alors grâce aux marqueurs moléculaires, on va très très vite, on peut croiser beaucoup, éliminer ce qui ne présente pas d'intérêt, et on arrive à créer des nouvelles variétés en quelques années, quand il faut, comme disait Rémi, 20 ans. 20 ans sur la pomme ou sur de la vigne. Ouais. Oui, vous avez, en tant que production annuelle, finalement, ça va beaucoup plus vite à et comme je le disais, le fait qu'on ait des espèces d'hiver, c'est-à-dire des espèces qu'on va semer à l'automne, qui passent l'hiver dehors, et donc on a un enracinement un peu plus profond, qui sont un peu plus précoces que les céréales qu'on va semer au printemps, elles sont un peu moins sensibles au stress hydrique, aux aléas climatiques qu'on peut avoir en fin de cycle. Ça fait que, globalement, entre les orges de printemps, les orges d'hiver ou maintenant les orges de printemps, de semi-d'automne, on a une adaptation relativement, pas dire facile, mais... alors il y a des contraintes sur l'agriculture, sur les rendements, mais... les variétés, la sélection permet d'être résilient par rapport à ça. C'est un levier fort, important, et qui permet une bonne réponse à tous ces changements. Et surtout avec, en France, des sélectionneurs qui sont très actifs, très performants. D'accord. Eh bien, c'est plutôt optimiste et puis encourageant
pour la suite de nos consommations de bière? Oui, après, ce qui est compliqué, c'est la consommation globale d'alcool baisse dans le monde d'une manière générale. Il y a des contraintes sur la production agricole en général. Les orges de brasserie, c'est une toute petite partie de la production des céréales. Donc, il faut composer avec tout ça. Mais en tout cas, la filière française, qui est très structurée, très organisée, essaye de se mettre dans le nord de bataille pour répondre aux nouveaux enjeux, réduction des intrants, décarbonation, résilience par rapport aux aléas climatiques. Et donc, on reste optimiste. D'accord, mais c'est parfait. Rémi, un petit mot de conclusion. Qu'est-ce qu'on retient de ces échanges avant de clôturer ? Oui, je pense qu'on retient que nos 3 filières ont des outils pour s'adapter. Après, on voit que les choses ne sont pas forcément gagnées d'avance. Il y a des réponses au long terme. Il y a aussi des réponses technologiques pour effectivement aider à la variation de la matière première, plus riche en sucre, moins riche en acidité. Et puis, il y a surtout aussi le changement des modes de production, c'est-à-dire qu'on ne va plus forcément avoir pas de manière péjorative, mais une recette, c'est-à-dire qu'il va falloir beaucoup s'adapter aux conditions et à la variabilité de la matière première pour continuer à faire des produits qui soient de qualité, qui plaisent aux consommateurs, qui rencontrent bien un public de consommateurs et être viable économiquement aussi pour les entreprises. Donc il y a beaucoup de défis, il va falloir être assez agile pour y arriver, mais je pense qu'on a tous les outils pour le faire. D'accord, très bien. Et pour le vin, Raphaël ? Pour le vin, c'est vrai qu'il va falloir effectivement aussi revoir, moi, ce que j'appelle les dogmes de l'application ce qu'on appelle les itinéraires techniques de vinification. Donc, revoir un petit peu tout ce qu'on pensait comme acquis il y a une trentaine d'années. Là, on a parlé effectivement du rapport sucre sur acidité. On parlera, je crois, plus tard dans les épisodes aussi d'un appauvrissement en azote au niveau des mousses qui conduit à une gestion différente, qui sera différente des fermentations alcooliques demain. Moi, ce que je retiens, je reste bien sûr optimiste, il faut rester optimiste, mais je pense qu'il faut toujours se tenir informé de ce qui va sortir en recherche, en nouveau développement. Il y a beaucoup de recherches qui se focalisent aujourd'hui sur des alternatives biologiques, des alternatives aussi technologiques. Voilà, donc ça bouge beaucoup, ça va vite. Ça va vite dans le domaine de la vinification, et c'est un milieu qui reste quand même très traditionnel. Donc voilà, il va falloir qu'on répète souvent, que nos auditeurs écoutent très souvent le podcast, et puis ceux qui vont suivre de manière à savoir ce qui se fait aujourd'hui et qui peut être appliqué dans très peu de temps. Voilà, notre apéritif touche à sa fin. Je tiens à vous remercier pour ce moment de convivialité, très intéressant. Je crois qu'on a bien compris les enjeux qui nous attendent et on a bien compris comment la science pouvait apporter des premières réponses à ces impacts. Si vous souhaitez prolonger l'épisode, retrouvez les ressources et les liens utiles sur le site du RMT Cadiferm. Et n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, entre collègues, autour d'un bon verre, mais toujours avec modération. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer la suite du repas. D'ailleurs, dans le prochain épisode, on passera à l'entrée. On parlera du pilotage des fermentations et des leviers dont on dispose pour s'adapter. À très bientôt dans Au Label Bulle, le podcast du RMT Cadiferm. Petit rappel, dans le podcast Au Label Bulle, le RMT Cadiferm invite autour de la table des experts des boissons fermentées et distillées. Nous évoquons certaines boissons alcoolisées, mais en aucun cas nous incitons à la consommation de celles-ci. Bien entendu, la consommation d'alcool doit être modérée, car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.